Le journal de 7h30, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Comment des milliers de personnes ont-elles pu regarder un homme se faire frapper et humilier jour après jour en toute impunité? Une question glaçante qui se pose après le décès dans son sommeil du streamer Jean Portmanov. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Un décès diffusé en direct sur la plateforme australienne Kick.com. Alexis de la Fontaine, une instance se retrouve au cœur des critiques dans cette affaire, l'Arcom. Oui, le 15 décembre, puis le 10 février et à nouveau ces dernières semaines, les signalements à l'Arcom n'ont cessé de pleuvoir. Médias, internautes et associations, tous se sont mobilisés pour que l'autorité s'empare du dossier. En vain, le gendarme de l'audiovisuel dit ne pas avoir réussi à joindre le site Kik, un échec qui remet en question l'utilité de l'Arcom, selon le député Renaissance Carl Olive. À quoi sert l'Arcom ? Quel est ce zèle ? Un exemple, encore une fois, qu'on a un certain nombre de sujets sur les régies autonomes en France. On veut faire des économies, commençons par fermer celles et ceux qui ne servent pas à grand-chose. Et force est de constater que l'Arcom doit se remettre en question. Avec 350 salariés et un budget de 50 millions d'euros par an, comment l'Arcom a pu passer à côté d'une telle situation ? Le gendarme de l'audiovisuel a-t-il intentionnellement fermé les yeux ? C'est une hypothèse soutenue par l'eurodéputé RN Mathieu Vallet. Quand on n'est pas d'accord avec leur idée, ils aiment bien fermer des chaînes ou des radios. Et quand il y a des propos ou des comportements délictuels, criminels ou infractionnels, en tout cas, visiblement, ils sont plus là. Face à la polémique, l'Arcom a été obligé de sortir du silence. L'autorité se dédouane et renvoie la responsabilité aux tortionnaires. Enfin, elle dit avoir réussi à contacter la plateforme australienne. Alexis de la Fontaine, et une autopsie sera réalisée aujourd'hui sur le corps de Jean Portmanov, Raphaël Graven de son vrai nom, afin de déterminer les causes du décès. L'un des plus grands streamers américains de la plateforme Kick.com, Adin Ross, et le rappeur Drake annoncent leur volonté de financer les funérailles. Un drame hier en fin d'après-midi sur la route nationale 205 en Haute-Savoie. 2 passagers d'une voiture tués dans un éboulement entre Chamonix et Passy. Les 2 autres occupants du véhicule, parmi lesquels le conducteur, sont blessés. La famille touchée est originaire de la Somme et passait ses vacances dans la région. Un homme né en Algérie, toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour meurtre, ouverte après la découverte de 4 corps dans la Seine à Choisy-le-Roi, près de Paris, la semaine dernière. Le suspect, interpellé hier matin, pourrait rester 96 heures devant les enquêteurs. Un seul corps a pu être identifié pour l'heure. Il appartient à un homme d'une quarantaine d'années, tué par strangulation. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h33. Avant une éventuelle rencontre Zelensky-Poutine, d'ici une dizaine de jours, les Occidentaux multiplient les réunions. Il s'agit pour les alliés de l'Ukraine de se mettre d'accord sur les garanties de sécurité à apporter à Kiev en cas d'accord de paix. La Russie met d'ores et déjà en garde contre des mesures qui ne prendraient pas en compte sa position. Wilfried de Villers, quelles sont les options mises sur la table pour dissuader Moscou d'attaquer à nouveau son voisin ? Eh bien, la première de ces garanties de sécurité, c'est d'assurer un soutien sans faille au réarmement et à la régénération de l'armée, de contribuer aussi à la montée en puissance de ses équipements militaires. Il faut à tout prix éviter une démilitarisation de l'Ukraine, estime le géopolitologue Cyril Brett. C'est déjà sans doute une exigence russe, la démilitarisation, soit d'une partie, soit de la totalité de l'Ukraine. Et ça, c'est un point sur lequel les Européens, les Américains doivent être extrêmement fermes pour l'entrée en négociation avec la Russie. L'adhésion de l'Ukraine à l'UE pourrait aussi constituer une forme de garantie de sécurité, sauf que c'est une ligne rouge pour Moscou, tout comme le déploiement de forces européennes en Ukraine après un éventuel accord de paix. Option tout de même sur la table, avancée plusieurs fois par Emmanuel Macron ces derniers jours, mais rejetée par l'Allemagne, la Pologne et l'Italie. Et sur ce point, les Européens ne pourront pas compter sur les États-Unis, alors que Donald Trump rejette lui aussi l'envoi de troupes, tout en se disant prêt à une aide aérienne et à livrer des armes. Le niveau de participation américain reste pour l'instant encore flou. Donald Trump affirmant que ce sont avant tout les pays européens qui doivent fournir les garanties de sécurité en coordination avec les États-Unis. Wilfried de Villers. Et hier, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'en est pris aux dirigeants européens qui se sont rendus à la Maison-Blanche en début de semaine aux côtés du président ukrainien. Les alliés de Kiev, accusés par Sergueï Lavrov de mener, je cite, à une escalade agressive de la situation en cherchant maladroitement à influencer Donald Trump pour qu'il continue à armer l'Ukraine. L'armée israélienne lance la nouvelle phase de la guerre à Gaza. Objectif, s'emparer de la ville de Gaza. Les soldats israéliens se trouvent déjà en périphérie de la commune, selon le porte-parole de Tsahal. 60 000 réservistes rappelés pour ces opérations destinées à apporter un coup de grâce au Hamas. Le mouvement terroriste, qui aurait approuvé un projet de cessez-le-feu en début de semaine, dénonce un mépris flagrant de l'État hébreu pour les efforts de médiation en vue d'un règlement du conflit.
Israël qui accuse également Emmanuel Macron d'alimenter l'antisémitisme en France. Accusation grave formulée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans un courrier rendu public mardi dernier. La réponse officielle du président de la République, là aussi dans une lettre, se fait toujours attendre. Dernier acte antisémite en date, des tags Free Palestine retrouvés sur des voitures appartenant à des touristes juifs à Châtel en Haute-Savoie. Une enquête ouverte pour dégradation de biens en raison de la religion. Des tensions diplomatiques opposent également ces derniers mois les États-Unis au Canada. Volonté de Donald Trump de faire de son voisin le 51e État américain, guerre commerciale. Les raisons de ces tensions sont nombreuses. Conséquence, certains Canadiens annulent leurs vacances aux États-Unis et la France en profite. Le nombre de touristes en provenance du Canada en hausse de 25% sur un an. Un afflux de visiteurs constaté par Laura Legault dans les rues de Paris pour Europe 1. Les vacances aux États-Unis de Régiv et sa famille ont été annulées. À la dernière minute, le Canadien a préféré la France comme nouvelle destination. On devait aller à New York. On a décidé de visiter Paris à cause des tarifs douaniers entre les États-Unis et le Canada. Le père de famille n'habite qu'à 2 heures de route des États-Unis, mais il ne veut plus s'y rendre. L'ambiance n'est plus comme avant. À cause de l'animosité entre les deux pays, on ne s'y sent plus en sécurité. Face à la Tour Eiffel, en plein été, c'est un changement de décor pour Valérie et Romain. Le couple québécois passe toutes ses vacances sur la côte est des États-Unis. Cette année, la guerre commerciale entre les deux pays les a refroidis. On ne veut pas l'encourager, l'économie américaine. On fait d'autres choix. On encourage d'autres économies qui sont favorables à notre pays. Et certains l'affirment, ils ne mettront pas les pieds aux États-Unis pendant le mandat de Donald Trump, comme Simon, originaire de Montréal. On va attendre 3 ans. Trump, il n'est pas éternel non plus. Dans 3 ans, il ne sera plus là. Puis le nuage noir au-dessus de l'Amérique va s'être dissipé. En attendant, Simon en profite pour faire découvrir à ses enfants de nouveaux pays, comme la France, et ils sont conquis. Le reportage européen de Laura Legault. Europe 1, il est 7h37. L'heure du petit déjeuner pour bon nombre d'entre vous, c'est bon appétit si c'est le cas d'ailleurs. Écoutez bien ce qui va suivre si vous êtes adepte des produits chocolatés. Le chocolat, surtout le chocolat noir, contient beaucoup trop de cadmium, un métal lourd toxique naturellement présent dans les sols. Aurélien Fleureau, l'UFC Que Choisir lance l'alerte ce matin. Le cadmium est présent dans presque tous les aliments, le pain, les pâtes, le riz. Il est particulièrement concentré dans le chocolat noir, mais aussi dans tous les aliments qui contiennent du chocolat, explique Elsa Abdoun, journaliste au magazine Que Choisir. Ça va être les viennoiseries, les céréales, les biscuits, le chocolat chaud. Tout ça, on l'a calculé à Que Choisir. On a fait des analyses sur divers produits. On a regardé ce que ça pouvait représenter dans une journée. Pour le pire produit de notre sélection, le plus contaminé qu'on ait trouvé, une tablette de chocolat noir, 2 carrés, suffisait chez un enfant de 10 ans, de 30 kilos en moyenne, à atteindre 87% de la dose reconnue comme à risque par les experts. Et c'est particulièrement vrai pour le chocolat qui vient d'Amérique latine où les sols volcaniques contiennent naturellement beaucoup de cadmium. Une récente étude de Santé publique France avait démontré que plus de la moitié des Français sont contaminés à des niveaux excessifs, avec parfois des risques pour la santé. Problèmes de reins, ostéoporose, ainsi qu'une forte suspicion quant à l'augmentation de cas de cancer du pancréas. Aurélien Fleureau, les supporters de l'Olympique de Marseille, toujours sonnés après la mise à l'écart de 2 joueurs. L'international français Adrien Rabiot et l'anglais Jonathan Rowe, placés sur la liste des transferts après une bagarre entre les 2 hommes dans le vestiaire après la défaite à Rennes vendredi dernier. Un incident grave qui a poussé le président de l'OM à sortir du silence hier, Alexis Bourdon. Oui, dans sa prise de parole, Pablo Longoria utilise des mots forts pour évoquer cette bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe survenue dans le vestiaire olympien vendredi dernier. Le président de l'OM parle d'un événement d'une violence extrême. Dans un entretien accordé à l'AFP, le patron de l'OM justifie sa décision de se séparer de ces 2 joueurs. Une décision dans l'intérêt du club. Le club, c'est une victime. Il n'est pas content de devoir prendre ce type de décision avec des joueurs qui sont très performants. Prendre ce type de décision pour le club, tu es obligé pour quelque chose qui a dépassé les limites de l'admissible. Du côté des supporters, après un recrutement alléchant et une préparation pleine de promesses, cette affaire témoigne de l'instabilité chronique du club. Nicolas, animateur de la chaîne YouTube La Passion Phocéenne. La situation actuelle, elle reflète totalement l'Olympique de Marseille. Même quand tout va bien, même quand on s'attend à passer une saison sans encombre, il y a un petit grain de sable qui fout tout en l'air. Il reste désormais 10 jours à l'OM pour trouver un point de chute à ces 2 indésirables et pour choisir leur remplaçant. Alexis Bourdon. Merci Maël Hassani, 7h15.